Les pays baltes présentent de nombreux points communs. Leur petite taille, leur position stratégique entre Est et Ouest, une histoire tourmentée avec des séries d'invasions et de conquêtes, scandinaves, germaniques, slaves, et la traumatisante occupation soviétique dont ils se sont affranchis il y a 30 ans avant de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. De nombreux lieux ou édifices classés à l'UNESCO. 3 pays différents pourtant, chacun a sa langue, sa religion. Longtemps unie à la Pologne, la Lituanie compte 80% de catholiques pratiquants et un nombre impressionnant d'églises baroques, pas moins de 50 dans la vieille ville de Vilnius, la capitale. À la périphérie de la ville, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du XVIIe siècle présente une très sobre façade, mais à l'intérieur, 2000 statues et figurines de stuc blanc constituent un décor baroque exubérant. Une vaste coupole surmonte l'ensemble. Pour rejoindre le centre, nous longeons la rivière Neris. La cathédrale, initialement du XIIIe siècle, reconstruite en 1769, a été refaite en 1997 en style néoclassique après les destructions de la période soviétique. La statue du grand-duc Gediminas, réalisée en 1996, célèbre le fondateur de Vilnius au XIVe siècle. L'intérieur de la cathédrale est sobre, orné de nombreux tableaux. La plus belle des 11 chapelles est celle de Saint Casimir. Elle renferme le sarcophage d'argent du roi Casimir.
Sur la place, une maquette donne une idée de l'emplacement des édifices par le passé. Le clocher, haut de 57 mètres, a été construit en 1522 sur la base d'une tour de l'enceinte du château inférieur. Le palais où résidaient les grands-ducs de Lituanie accueillait, dès la fin du XVIe siècle, une brillante cour littéraire et intellectuelle. Démoli durant l'invasion russe en 1795, entièrement reconstruit en 1998, il abrite le musée national. Du château supérieur, l'ancienne résidence princière, attaquée au XVe siècle, puis au XVIIe siècle, ne reste plus que quelques ruines. Le palais présidentiel. Napoléon y a séjourné en 1812 lors de la campagne de Russie. Fondée en 1779, à l'origine dirigée par les jésuites, l'université est l'une des universités les plus anciennes et les plus renommées de l'Est de l'Europe. La belle porte d'entrée monumentale de la bibliothèque date de 1996. Au sein des bâtiments se trouvent de nombreuses et élégantes cours intérieures. Dans l'église Saint-Jean, intégrée au bâtiment de l'université, sont remis les diplômes. Au bout de la rue commence le petit ghetto. Avant la guerre, la communauté juive, arrivée dès le début du XIVe siècle, représente 45% de la population. Elle a été décimée par les nazis, puis les soviétiques. On compte à peine 3000 juifs en Lituanie aujourd'hui. Dans cette rue, ce sont des artisans locaux qui ont décoré les murs. L'église Saint-Michel est une église orthodoxe russe. L'église Sainte-Anne, de style gothique, de la fin du XVe siècle, présente une belle façade. Tout à côté, l'église Saint-Bernard, du début du XVIe siècle, est une des plus grandes églises gothiques de Vilnius. Mais l'intérieur est baroque. Le beau clocher, séparé de l'église Sainte-Anne, date du XIXe siècle. Un café avec une décoration de murs originale. Nous quittons Vilnius. Pour cela, nous longeons à nouveau la rivière Neris, qu'enjambe une curieuse œuvre d'art. À Trakai, on trouve encore une cinquantaine de karaïtés. C'est une ancienne minorité juive de langue turque qui constituait la garde d'élite du grand-duc Vytautas à la fin du XIVe siècle.
Tracaille est un charmant bourg entouré de 5 lacs avec de nombreuses vieilles maisons en bois. Capitale du pays avant Vilnius, la ville est aujourd'hui un lieu de promenade. Le château a été bâti au XIVe et XVe siècle sur un îlot au milieu du lac. Après 3 siècles d'abandon, ne subsistait plus que quelques pans de murs. Il a été reconstruit dans les années 50. À gauche se trouvent les casernes et dans le donjon, on peut visiter des salles reconstituées. Au mur se trouvent quelques portraits de grands-ducs. Divers objets sont exposés dans les belles salles voûtées. Cette salle est dédiée aux minorités venues de Turquie, les Karaïtés, juifs, et les Tatars, musulmans. Un château surplombe aussi cet autre lac. Une soirée dédiée au folklore local et un repas typique clôturent la journée.
La colline des Croix, au nord de la Lituanie, est un lieu de pèlerinage. Les premières croix auraient été posées dès le XIVe siècle. Puis, depuis l'invasion russe en 1795, puis le nazisme, puis les soviétiques, c'est un véritable symbole de protestation contre l'occupant et de liberté. Le lieu a souvent été rasé par les bulldozers sous le régime soviétique. Cela n'a pas empêché les croix de réapparaître à nouveau. De nouvelles croix sont déposées chaque jour. Au sud de la Lettonie, le palais de Rundal a été édifié en 1736 par le duc Biron, amant de l'impératrice russe. Il est l'œuvre de l'architecte italien Rastrelli, auteur du Palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. Il est entouré de superbes jardins à la française et de roseraies. On peut admirer les faces de ce château tout au long de la visite. La salle dorée ou salle du trône et son splendide plafond. La salle blanche. Servant tour à tour durant la Première Guerre mondiale, puis les occupations successives de QG, d'hôpital, d'école, de grenier, le château a été très détérioré. Ces lustres décrochés sont ceux des nombreuses pièces encore en rénovation. La chambre des roses.
avec un beau plafond. Portrait de Byron, le fondateur du château. Dass du mit diesem neuen Jahr uns neues Glück und neuen Segen schenktest und noch in Gnaden an uns denkest. Dass deine Gütigkeit in der vergangenen Zeit das ganze Land und unsere Werte Une belle collection de brûle-parfums, très utilisée à l'époque. und Krieg behütet hat. Nous arrivons à Riga, capitale de la Lettonie, 640 000 habitants. Fondée en 1201, Riga est une ancienne cité hanséatique. La Hanse était une association de marchands ou d'artisans allemands. La ville a aussi été occupée par les Polonais, les Suédois, les Russes, les nazis, les Soviétiques. Le centre historique de Riga comporte la plus belle concentration d'art nouveau dans le monde. Les architectes lettons y ont créé leur propre art nouveau. Des centaines d'immeubles sont concentrés sur quelques rues. La plupart ont été réalisés par Michael Eisenstein. Cet immeuble, qui tranche un peu avec les autres, est de style romantisme national. Les cours intérieures sont souvent sinistres, bien loin de l'exubérance des façades.
En lisière du quartier Art Nouveau se trouvent de nombreuses ambassades le long d'une avenue. Un portrait géant a été déployé face à l'ambassade de Russie et la rue a été débaptisée et renommée rue de l'Ukraine. Nous passons devant l'ambassade de France. Nous arrivons bientôt dans un autre quartier le long de la Daugava. Une trentaine d'entrepôts ont été restaurés et affectés à des utilisations nouvelles. On aperçoit au loin une tour typique de l'époque soviétique. Dans les années 1930, 5 immenses hangars ont été bâtis pour abriter les célèbres ballons dirigeables Zeppelin. Ils accueillent aujourd'hui le marché central, un immense marché où l'on trouve toutes sortes de nourriture et de produits locaux. Nous gagnons la vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. Du château-forteresse de 1330 ne subsistent d'origine que les grosses tours d'angle. Le château sert aujourd'hui de résidence officielle et lieu de travail au président de la République lettonne. Non loin du château se dresse l'église anglicane du XIXe siècle de style néogothique. Ce clocher est celui de la cathédrale Saint-Jacques, catholique. Les trois frères. On nomme ainsi trois maisons où cohabitent des styles de trois époques différentes entre le XVe et le XVIIe siècle. Le numéro 17 est la plus ancienne du XVe siècle. Le numéro 19 abrite le musée d'architecture. Ils ont compris qu'ils ont affaire à un groupe de Français. Il n'est pas rare de trouver un immeuble Art Nouveau dans la vieille ville. On aperçoit la tour poudrière, une des dernières des 28 tours de l'enceinte.
En lisière de la vieille ville et de la ville moderne s'élève le monument des Libertés, édifié en 1935 pour marquer l'attachement des Lettons à leur indépendance. Y déposer des fleurs, à l'époque des Soviétiques, pouvait valoir un aller simple pour le goulag. Créés à l'emplacement d'un ancien rempart, les jardins de Basteï-Kalns constituent un magnifique espace de verdure en plein cœur de Riga. La cathédrale orthodoxe de la Nativité de la fin du XIXe siècle, désacralisée et détériorée par les soviétiques en 1960, a été restaurée en 1990 et consacrée à nouveau en 2000. Sur le mur de cette maison sont représentées les armoiries des villes de Lettonie. Nous retrouvons la tour poudrière. Les casernes, bâties pour les soldats russes à la fin du XVIIIe siècle, ont été ensuite occupées par les Russes jusqu'en 1990. Trouant les remparts, en grande partie reconstruits, la porte suédoise, la dernière des 25 portes de la ville, date de 1698. Le Parlement de Lettonie a été construit en 1863. Ce petit monument rappelle les jours de janvier 1991, quand tout a basculé entre Lettons et Soviétiques et que la ville s'est couverte de barricades. Un char à bière passe. La cathédrale protestante date de 1211. D'abord romane, modifiée au moment du gothique, elle s'enrichit au XVIIIe siècle d'un clocher et d'un pignon baroque. Ce riche bâtiment de 1852 abritait autrefois la bourse de la ville. Au XIIIe siècle, la Grande Guilde regroupait tous les gros marchands de la ville, tous allemands. Les petits commerçants, allemands eux aussi, mais exclus, ont fondé au XIVe siècle la Petite Guilde. Le propriétaire de cette maison de 1909 a voulu se venger de la Grande Guilde avec ses deux chats présentant leur postérieur. Ce beau bâtiment est un théâtre russophone. L'église réformée Saint-Pierre du XIIIe siècle, modifiée en style gothique au XIVe et XVe siècle, est surmontée d'un très haut clocher. L'hôtel de ville, fondé en 1334,
et à l'histoire compliquée a été reconstruit en 1999, une fois l'indépendance retrouvée. La Maison des Têtes Noires constituait un lieu de fête pour la confrérie des Têtes Noires. Celle-ci regroupait de riches marchands célibataires autour de Saint Maurice, qui était égyptien et noir. Détruite en 1941, rasée en 1948, elle a été rebâtie à l'identique et inaugurée en 1999. Elle est un symbole de l'identité lettonne. La Bibliothèque nationale de Lettonie, à l'architecture très controversée, a été inaugurée en 2014, quand Riga a été désignée capitale européenne de la culture. À une vingtaine de kilomètres de Riga, Jurmala est la grande station balnéaire lettonne. Elle était renommée grâce à ses eaux thermales dès le XVIIIe siècle. L'aristocratie tsariste aimait y séjourner. Puis son succès s'est poursuivi au siècle suivant, y compris en période soviétique. L'établissement thermal, abandonné, est à vendre. De belles villas en bois, souvent colorées, se succèdent dans un environnement boisé sur une dizaine de kilomètres. On peut voir aussi des constructions plus récentes. D'autres bâtiments ont été abandonnés au moment de l'indépendance. Le théâtre propose de nombreux spectacles ou concerts de renommée internationale. Non loin de Riga, dans une belle forêt en bordure d'un lac, se trouve le musée ethnologique de plein air. Là ont été regroupés, disséminés dans la forêt, des habitations, églises, bâtiments agricoles, moulins des XVIIIe et XIXe siècles pour illustrer le mode de vie rural en Lettonie. Une auberge. Une belle église en bois du XVIIIe siècle, de culte luthérien. Un oratoire. Une maison de paysans avec un bâtiment. Des bâtiments agricoles à côté d'une riche maison.
Les intérieurs ont été reconstitués. Là-haut dans la maison, un cercueil est en attente. Un sauna. Un moulin à vent hollandais. Cette construction étrange était une cuisine d'été, une grange et une maison d'habitation. Devant cette maison, des ruches. C'est avec plaisir que nous traversons une nouvelle fois le vieux Riga. Le vieux Riga est une zone protégée aux rues piétonnes, étroites, tortueuses, parsemées de cafés et restaurants animés. Nous faisons route à présent vers le nord de la Lettonie. Nous arrivons à Sigulda, centre touristique de repos et de sport d'hiver. On peut y voir des remontées et une piste de bobsleigh. Nous voici devant le nouveau château de Sigulda, construit en 1878 en style néogothique. Le pavillon rouge était la résidence d'été, le pavillon gris celui des serviteurs. Au-delà s'élève le château-forteresse de Sigulda du XIIIe siècle. Dans le parc, au milieu de la forêt parée de belles couleurs d'automne, se trouve la grotte de Gutmann,
avec certains dessins ou inscriptions qui datent du XVIe siècle. Un peu plus loin, on entre dans le parc du château de Turaïda et on découvre d'abord une église en bois de 1750. Des sculptures contemporaines intéressantes sont disséminées dans la prairie. Nous gagnons enfin le château du XIIIe siècle. Depuis le donjon, haut de 42 mètres, la vue est splendide sur la plaine et la rivière Gauja. Il fait nuit à notre arrivée à Tallinn, la capitale de l'Estonie, 450 000 habitants. Les lumières de la ville scintillent. Le lendemain matin, nous apprécions mieux la disposition de la ville. La proximité du port, des toits rouges, des clochers. La vieille ville est toute proche. Une porte franchie, nous nous dirigeons par des rues pavées vers la place de l'ancien hôtel de ville. C'est le centre animé de la vieille ville basse. L'hôtel de ville, élevé au XIIIe siècle, a été souvent remanié. Une rue montante, pavée, permet d'atteindre la ville haute.
On peut voir de belles cheminées en haut d'une riche demeure. La cathédrale orthodoxe russe Nevski a été bâtie en 1894 sur ordre du tsar russe. En face de l'église, le château de Toompea abrite le Parlement d'Estonie. La cathédrale Sainte-Marie, bâtie au XIIIe siècle, d'abord catholique, est luthérienne depuis 1561. Depuis la terrasse panoramique, la vue s'étend sur la partie nord de Tallinn et donne une belle perspective sur les tours des anciens remparts. Il fallait défendre la cité des envahisseurs, d'où l'importance des murailles et des tours de la ville. Tallinn était une des citadelles médiévales les mieux gardées de l'Europe du Nord. Par une petite rampe, nous regagnons la ville basse. Cette pharmacie, la plus vieille pharmacie d'Europe, n'a jamais cessé son activité. Peut-être fondée en 1422. Dans la première salle se trouve la pharmacie en activité. Dans une deuxième salle, des instruments et des pots divers. Ce café, le plus vieux de Tallinn, a ouvert en 1864. Dans une salle annexe, une femme artiste crée de surprenants objets en masse-pain.
L'ambassade de Russie occupe un palais rose du XVIIIe siècle et un édifice d'angle de 1909. De nombreux panneaux de protestation contre la guerre en Ukraine encerclent les bâtiments. Cette belle porte est l'entrée de la maison des Têtes Noires. Midi approche. Voici la maison où va avoir lieu le déjeuner, avec une ambiance médiévale reconstituée. Une belle enseigne de cave. Le monastère dominicain de Sainte-Catherine date du XIIIe siècle. Le passage Sainte-Catherine, recouvert de vieux pavés, est bordé de pierres tombales des XIVe et XVe siècles. À l'est de Tallinn se trouve le palais de Kadriorge, construit à la demande du tsar Pierre le Grand en 1716, après le rattachement de l'Estonie à l'Empire russe en 1710. Il est entouré d'un grand parc et d'un petit jardin à la française. Le château restera propriété des tsars de Russie jusqu'en 1917. La plus belle salle est la grande salle de bal. On peut apprécier entre autres la grande cheminée de style rococo et les fresques du plafond. Toutes les salles possèdent de beaux poêles en faïence. Le parc est très étendu au-delà du château.
Dans le secteur subsistent quelques maisons en bois. Le jour du retour est arrivé. Ce matin, le temps est splendide. Le bleu de la mer Baltique fait penser à la Méditerranée. Ce serait dommage de ne pas profiter une dernière fois de la vieille ville de Tallinn. D'abord, un petit détour vers le port. Le port de Plaisance semble en pleine expansion. De là, nous gagnons l'entrée nord de la vieille ville. La grosse tour Marguerite du XVIe siècle abrite le musée maritime. La porte nord, l'arrière de la porte. Le clocher de l'église Saint-Olaf culmine à 127 mètres. Avec ses 2 km de remparts et 20 tours de défense, Tallinn possède des fortifications médiévales parmi les mieux préservées d'Europe. On reconnaît le clocher de la cathédrale Sainte-Marie et l'église Nevski. Au château Tompea, des jeunes attendent sûrement pour une visite du Parlement. Nous quittons la vieille ville de Tallinn par la sortie sud. Excellente surprise que cette découverte des pays baltes, des pays mal connus, à la riche culture. Très convoités au fil des siècles, ils ont dû souvent lutter contre l'occupant pour leur indépendance, l'ont parfois acquise, puis l'ont reperdue. Ils ont beaucoup souffert sous le joug soviétique, ont été envoyés par milliers au goulag. Depuis 3 décennies, ils sont enfin libres de décider. Avec un niveau de vie relativement correct, le sens de l'innovation, la croissance de l'économie, ils semblent être sur le bon chemin.